Bonjour. Paul Biya est-il au-dessus des chefs d'État du monde entier? Le Cameroun est-il plus important que tous les pays du monde entier? Les organisations internationales sont-elles en dessous du Cameroun aujourd'hui? Avons-nous le droit effectivement de compter sur elles pour penser ou espérer une certaine liberté que nous caressons au Cameroun après 43 ans que nous connaissons sous la dictature et la tyrannie de M. Biya? Mes chers amis, ces questions méritent d'être posées en ce moment véritablement. Et dans les questions que nous nous posons, effectivement, nous souhaitons en savoir un peu plus sur la capacité pour notre pays et pour les Camerounais d'obtenir effectivement leur liberté et leur indépendance. La communauté internationale, entendez, l'organisation internationale, entendez, l'ONU. L'ONU est une organisation internationale dont le Cameroun est un État membre. L'organisation internationale de l'ONU est-elle en dessous de l'État membre ou au-dessus de l'État membre, ou est-ce que l'organisation internationale peut avoir la capacité d'amener l'État membre à respecter les orientations fixées pour la bonne gouvernance dans le pays membre de l'ONU? Commençons avec l'ONU et posons-nous de bonnes questions. Est-ce que Paul Biya est au-dessus du secrétaire général des Nations Unies? Est-ce que Paul Biya est au-dessus des pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies? Est-ce que Paul Biya est au-dessus des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies? Est-ce que Paul Biya est au-dessus des organes décisionnaires au sein des Nations Unies, tout en étant représentant du pays membre? Comment aujourd'hui, aux yeux du monde entier, Paul Biya a volé l'élection présidentielle au Cameroun en tuant les Camerounais, en détruisant les Camerounais, en organisant un tribalisme sans limite au Cameroun, en truandant les Camerounais, en augmentant de façon réelle le nombre de prisonniers gratuitement dans les prisons camerounaises. Tout ceci au vu, au su de l'Organisation des Nations Unies, entendez l'ONU, dont jusqu'à ce jour, le secrétaire général des Nations Unies n'a pris sur lui de dire quoi que ce soit sur la question du Cameroun, probablement, parce que, dit-on, au niveau du Cameroun, il y aurait un haut commissaire des Nations Unies qui probablement prendrait la parole au nom des Nations Unies au Cameroun. N'y a-t-il pas lieu aujourd'hui que les Camerounais s'organisent effectivement pour vomir l'ONU? N'y a-t-il pas lieu aujourd'hui que les Camerounais s'organisent pour décider que l'ONU n'est pas un instrument capable d'apporter la paix au Cameroun? N'y a-t-il pas lieu aujourd'hui que les Camerounais commencent à se revoir hors de l'ONU et rappelant à Biya que comme tu as appelé l'ONU pour que l'ONU vienne te soutenir dans ce que tu es en train de faire, nous, Camerounais de cette génération, nous songeons déjà à quitter l'ONU parce que nous nous rendons compte que l'ONU est complice de ce qui se passe au Cameroun. L'ONU est complice des meurtres au Cameroun. L'ONU est complice de la forfaiture au Cameroun. L'ONU est complice de la destruction du peuple camerounais avec son agent, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Je voudrais ici et maintenant, à la question que j'ai posée, certainement le dire à mes compatriotes camerounais. Nous sommes tous dans le concert des nations.
à travers ces organisations internationales. L'ONU qui est là, qui est une organisation bien connue, le BRICS qui est là, qui est une organisation connue, l'Union africaine qui est connue, l'Union européenne qui est connue, comment on dit ça, les pays de l'ACP, etc. Il y a tellement d'organisations au Cameroun. On a l'UNESCO, on a l'UNICEF, tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Et il y a même des organisations qui sont adossées principalement à l'ONU. On a des organisations non gouvernementales qui en réalité observent des choses sur le terrain et remontent l'information auprès de l'ONU pour faire constater à l'ONU que le pays membre n'a pas respecté les données que nous avions établies ensemble et les signatures qu'il s'est données lui-même en tant que pays membre. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes camerounais, je vous pose la question. Devrons-nous, nous de cette génération, continuer à espérer à l'ONU? Devons-nous continuer à jeter notre dévolu sur l'ONU? Est-ce que l'ONU est capable, au moment où je vous parle, d'aider les Camerounais à se sauver? Est-ce que l'ONU est capable de prendre son bâton de commandement et de demander qu'est-ce qui se passe véritablement au Cameroun et de faire une certaine pression sur Biabim Bondopol Barthélemy? Est-ce que l'ONU est au service des peuples des pays membres de l'ONU ou alors l'ONU est au service des dirigeants des pays membres de l'ONU ou peut-être mieux, l'ONU est-elle au service des pays impérialistes qui ont pris c'est-à-dire qui reconnaissent certains pays africains comme étant encore des colonies? Ces questions méritent d'être posées avec une certaine lucidité. Et nous allons essayer dans cet exposé de dire à nos compatriotes fondamentalement ce qu'ils doivent comprendre. Et en se posant des questions, nous allons vous demander, nous Camerounais, nous enfants du Cameroun, s'il vous plaît, trouvez le moyen de taguer l'ONU dans ce live. Trouvez le moyen de taguer les organisations internationales onusiennes dans ce live. Trouvez le moyen de taguer toutes les organisations non gouvernementales, Human Rights Watch, Amnesty International et autres, dans ce live. Trouvons le moyen de poser des questions essentielles à ces organisations internationales dans ce live. Et si vous êtes, vous, qui êtes Camerounais, conscient de ce que nous traversons, conscient de ce que nous vivons, conscient de notre réalité, devrons-nous continuer à faire confiance à l'ONU? La question mérite d'être posée. Et bienvenue dans cet exposé très simpliste. Et comme vous le savez, je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais en cavale. Depuis presque 6 mois, je suis en train de fuir mon pays pour des raisons que vous connaissez, mes positions politiques et ma position effectivement qui est telle que je souhaite voir le régime quarantenaire quitter le Cameroun et donner l'occasion à un autre Camerounais de venir faire montre de sa capacité à diriger le Cameroun au fur et à mesure qu'on puisse avancer. Mes chers amis, en ce moment, l'ancien chef de l'État du Cameroun a volé l'élection au Cameroun. Son nom c'est Paul Biya. Il est l'ancien chef de l'État au Cameroun. Il a volé non seulement les élections en 2018, il vient de les voler encore en 2025. Je voudrais faire la précision que depuis 1992, l'ONU n'est pas née aujourd'hui parce que l'ONU c'est une vieille organisation. L'ONU connaît exactement le problème de fond. L'ONU sait qu'en 2018, Paul Biya a perdu l'élection présidentielle au Cameroun face à Maurice Kamto. C'était extrêmement compliqué pour Biya que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a choisi de fermer les yeux, de fermer les oreilles, de fermer la bouche sur la situation du pays, le Cameroun. Et moi, je crois honnêtement que nous devons, nous aujourd'hui, commencer à nous poser des questions. Le Cameroun continuera-t-il à se reconnaître comme pays membre de l'ONU dans la mesure où l'ONU a choisi de se constituer comme étant organisation ennemie au peuple camerounais aujourd'hui? Moi, je pose des questions.
Moi, je fais mon exposé. Je sais que l'ONU va me regarder. Et je sais que l'ONU va m'écouter. Et je pose mes questions à l'ONU. Et je pose les questions à tous ceux qui, en réalité, sont des Camerounais, qui officient dans cette organisation internationale. Plus grave, les Africains qui y travaillent, ou encore les fonctionnaires internationaux de l'ONU qui y travaillent aujourd'hui. Je vais demander à mes compatriotes camerounais, s'il vous plaît, vous qui me regardez à l'instant, dans ce live, ne gardez pas le live à votre niveau, essayez de le partager, donnez-lui plus de force, envoyez-le aux uns et aux autres, partagez-le pour que l'ONU aujourd'hui, ce soir avant de dormir, que nos frères de l'ONU, que nos compatriotes, les citoyens du monde qui bossent dans l'ONU, et que tous ceux qui sont en réalité des décideurs au sein de l'ONU, viennent nous dire ce qu'il en est concrètement de la situation. Comment on peut être un pays membre de l'ONU? On est un pays membre de l'ONU. En tant que pays membre de l'ONU, le peuple de ce pays a donné mandat à quelqu'un de tenir la capacité d'être le relais entre l'organisation internationale et le peuple de ce pays. Parce que celui qui est en réalité élu n'est que celui que le peuple a choisi pour lui dire « va nous représenter à l'ONU et prendre des décisions importantes en rapport avec l'ONU pour notre pays et pour le peuple que nous sommes. » Déjà qu'en 2018, nous Camerounais n'avions pas voté Paul Biya. Nous ne l'avions pas choisi. Nous avions voté contre Paul Biya en 2018. À la grande surprise générale, Biya a volé l'élection devant tout le monde entier. La planète était au courant que Biya a volé l'élection. L'ONU s'est tue. L'ONU a fermé les oreilles et l'ONU a fermé les yeux. Est-ce que l'ONU ferme ses yeux, ses oreilles et sa bouche au nom de ce qu'elle ne souhaiterait pas? Que l'on dise qu'il y a ingérence dans les affaires privées d'un État, ce n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas une affaire privée. Alors, qu'est-ce que l'ONU a fait depuis 2018? L'ONU s'est arrangé à laisser Biya voler l'élection officiellement devant les Camerounais, torturer les Camerounais, mettre les Camerounais dans les prisons, tuer des Camerounais, mais surtout, l'ONU s'est arrangé à conforter Biya dans sa position et à inviter Biya permanemment à ses sommets aux Nations Unies, tout en le reconnaissant comme étant le chef de l'État du Cameroun, qui n'est qu'un bandit des élections, et l'ONU, sachant ce qui s'est passé sur l'ensemble des rapports qui ont été posés sur la table de l'ONU, sur l'ensemble en même temps des contentieux qui ont suivi ou qui ont précédé l'élection de 2018 et après l'élection de 2025, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont le siège est à New York, a choisi simplement de se taire et de laisser mourir les Camerounais, tout en laissant croire aux différents États membres que nous sommes l'ONU et que c'est nous qui décidons. Nous fermons les yeux sur le cas du Cameroun. Je vais donc dire à mes compatriotes camerounais qui me regardent ou qui me regarderont, écoutez très bien mes chers frères, l'ONU est une entité au service des États impérialistes occidentaux. Je reprends. L'ONU est une entité au service des États impérialistes occidentaux. J'insiste. L'ONU est une organisation au service des pays impérialistes de l'Occident. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que, en ce moment, en 2025, devant le monde entier, Biya a perdu l'élection présidentielle au Cameroun, s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. L'ONU refait encore le même coup de 2018. L'ONU se tait, l'ONU ferme les yeux et l'ONU bouche ses oreilles. Comme pour vous dire, nous ne sommes au courant de rien, ou alors nous avions vu, mais nous prenons la peine de ne rien dire et nous accompagnons la dictature. Mes chers amis, je pense qu'il est important d'en parler. Mais surtout pour en parler, je vais vous lire des choses qui démontrent effectivement que nous sommes mal barrés avec l'ONU et que l'ONU n'est pas du côté du peuple camerounais. Je vous donnerai
toutes les références là-dessus à partir d'un document qu'on appelle la charte de l'impérialisme. L'ONU a choisi effectivement en 2025 ne pas respecter le peuple camerounais à nouveau, comme l'ONU l'a fait en 2017. L'ONU a également choisi, avec ses organisations membres, ONU Femmes, ONU SIDA, UNESCO, UNICEF, tout ce qu'il y a effectivement comme organisation membre de l'ONU, officiant et siégeant au Cameroun, greffé à l'organisation internationale, toutes ces, comment on dit ça, je cherche le terme, je me perds un peu dans mon latin, toutes ces organisations autour de l'ONU savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Les enfants ont été enlevés au Cameroun, enlevés dans des écoles et sont dans les prisons. L'UNESCO et l'UNICEF, l'UNICEF beaucoup plus, le sait au Cameroun et l'UNICEF a choisi de se taire devant cette situation critique au Cameroun, mes chers compatriotes. Je vous prie, je veux que le live ici arrive à l'ONU aujourd'hui. Je vais m'exprimer comme un Camerounais lambda, très simplement avec des termes clés. Et je vais vous parler pour que l'ONU sache que nous comprenons aujourd'hui le rôle que joue l'ONU au Cameroun. D'ailleurs, c'est une sorte de secte organisationnelle bien ancrée, bien établie, avec en son sein des gens qui ont pour mission effectivement de continuer à exprimer l'hégémonie occidentale sur des pays dans le monde, notamment sur le continent africain, avec des pays africains. Je vais vous expliquer de fond en comble le rôle de l'ONU aujourd'hui et j'espère que vous comprendrez exactement où nous en sommes et qu'est-ce que l'ONU fait. L'UNICEF a vu comment au Cameroun, Biabi Mbondo, Paul Barthélemy, un homme de 92 ans, un sénile, a choisi d'aller enlever des enfants dans une école, dans le septentrion du Cameroun, et a incarcéré ces enfants dans des prisons dans le septentrion. Biabi Mbondo sait qu'il y a des mineurs. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'UNICEF sait qu'il y a des mineurs qui, au moment où je vous parle, sont dans des prisons internationales, sont dans les prisons camerounaises. L'UNICEF n'ose pas parler. L'UNICEF n'a pas tiré la sonnette d'alarme. L'UNICEF n'a même pas osé, un tant soit peu, interpeller le régime quarantenaire sur son comportement vis-à-vis de la petite enfance. L'UNICEF n'a pas pris en compte la question justement de la vie, la survie des petits-enfants dans tout le Cameroun aujourd'hui, avec la crise électorale et post-électorale qui est encore en cours aujourd'hui au Cameroun. Et vous comprenez effectivement que nous avons le devoir de rappeler à l'UNICEF, nous avons le devoir de rappeler à l'UNICEF que l'UNICEF est au service d'une tyrannie et d'une dictature internationale qu'on appelle l'ONU. Je vais rappeler effectivement à l'UNESCO, qui est beaucoup plus dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif et tout ce qui passe avec. Dites-nous exactement comment l'UNESCO s'est comporté. Qu'est-ce que l'UNESCO dit depuis 7 ans au Cameroun? Et avant 7 ans, qu'est-ce que l'UNESCO dit sur les violences perpétrées au Cameroun? Qu'est-ce que l'UNESCO a pris comme position pour interpeller, pour alerter, pour dire faites attention? Encore que ce n'est pas de dire faites attention. C'est avoir la capacité effectivement d'amener le régime à plier face au choix d'appartenir à la communauté internationale, je vais dire institutionnelle, qui est l'ONU. Parce que la communauté internationale, en fait, c'est l'ensemble des hommes et femmes du monde entier et des êtres humains, des êtres vivants dans le monde entier. C'est la communauté du monde entier. Ce sont les humains. C'est le secteur humanitaire. Avez-vous entendu l'UNESCO se prononcer? Non. Avez-vous entendu l'UNESCO prendre sur elle, d'alerter sur les dommages de cette élection au Cameroun? Non. Avez-vous entendu l'UNICEF se prononcer? Non. Et là, c'est un problème criard. C'est un problème extrêmement criard, extrêmement dangereux, pour lequel nous devons trouver le moyen de nous faire entendre. Avez-vous entendu les organisations non gouvernementales? Parce que pour mon cas, j'ai entendu un seul compte rendu
sur les antennes de TV5 Monde où Human Rights Watch aurait donné des chiffres, je dis bien aurait, parce que je ne peux pas donner, jusqu'à présent, on n'a pas de document entre les mains. Et Human Rights Watch aurait donné des chiffres dont personne aujourd'hui n'est capable de savoir quelles sont les bases sur lesquelles Human Rights Watch a pris sur elle, en tant qu'organisation internationale, non gouvernementale, de rendre ces chiffres-là et d'essayer à travers les médias occidentaux de les communiquer pour laisser certainement croire qu'au Cameroun, quelque chose de bien est en train de se passer. Mes frères, mes sœurs, mes compatriotes, mes amis, moi je vais vous dire, l'ONU est une organisation au service, bien évidemment, des États impérialistes occidentaux. Et moi je vais donc vous dire aujourd'hui que Biya a tué environ 100 personnes pour marcher sur le sang de ses compatriotes camerounais afin de s'auto-proclamer comme président, après avoir enlevé des Camerounais au Cameroun, jusqu'à tuer Georges Anissé et Kané, jusqu'à présent, l'Organisation des Nations Unies présente au Cameroun, à travers un haut commissaire aux Nations Unies au Cameroun, n'a daigné se prononcer et n'a daigné faire une seule injonction et même n'a daigné prendre sur lui de dire au Cameroun, attention parce que la ligne rouge est franchie et qu'il peut avoir des sanctions contre le Cameroun. Aujourd'hui, toutes ces organisations autour sont muettes, ne disent rien et on a quand même le droit de se poser la question, décidément, qui sont ceux qui disent être organisation internationale et être du côté du Cameroun? Une fois donc je l'ai dit avec l'ONU, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Je prends ici l'Union européenne. J'ai lu un document de l'Union européenne datant du 28 novembre dernier, où l'Union européenne rappelait encore au Cameroun, effectivement, quels étaient les accords qui les lient, en fait, avec le Cameroun. Et je me suis donc rendu compte que l'Union européenne ne fait que des communiqués pour rappeler au Cameroun quel est le lien entre le Cameroun et l'Union européenne, sans être capable de dire au Cameroun que les questions de droits de l'homme restent sur la table et sur l'ensemble des rapports que nous avions eus et obtenus à travers les organisations internationales et nos acteurs sur le terrain, nous sommes capables effectivement de frapper le Cameroun en lui rappelant qu'il n'a pas respecté les données que nous avons fixées ensemble. Jusqu'à présent, mes chers amis, l'Union européenne est muette, si ce n'est l'insipide commentaire que nous avions vu hier dans les réseaux sociaux. Et quelquefois, des gens vous disent que ben non, l'Union européenne est sortie, et comme l'Union européenne est sortie, c'est qu'en fait, il y aura une sorte de levée de bouclier sur le Cameroun, et qu'effectivement, on va faire une pression sur le Cameroun pour avoir un retour de la paix. Non. Je veux bien que ce live soit partagé. Partagez-le, taguez-moi ici les organisations internationales, l'ONU, taguez l'ONU, taguez l'UNESCO, taguez l'UNICEF, taguez l'Union européenne, taguez l'Union africaine, taguez tout ce que vous considérez comme le monde arabe, taguez-les tous ici, pour que nous puissions parler et leur dire exactement qu'ils sont tous complices de ce qui se passe au Cameroun et on leur donnera les motifs pour cela, afin qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes camerounais, mes chers amis, nous sommes dans l'impasse et l'ONU joue un rôle d'accompagnateur au Cameroun. Qu'il nous soit permis de vous rappeler que, attendez, pour faire mieux, plus simple, je vais vous donner, je vous pose une question. Attendez, je vais poser une question. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les pays membres du Conseil de sécurité, vous allez bien m'écouter, hein? Les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU 2025
Quelle est la réponse que je reçois? Il faut bien m'écouter. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, uni pour l'année 2025, est composé de 15 membres, dont 5 permanents et 10 membres non permanents. À savoir, les 5 membres permanents qui disposent d'un droit de veto restent inchangés. Écoutez très bien, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les 5 pays-là, qui sont en fait les 5 membres permanents qui disposent du droit de veto aux Nations Unies, les voilà. Le Cameroun est dans une relation, on dira, commerciale, profonde avec la Chine, qui est membre permanent qui dispose du droit de veto aux Nations Unies. La France a une vieille relation historique avec le Cameroun, qui a le droit de veto aux Nations Unies. Les États-Unis, dont il y a une sorte d'organisation militaire présente au Cameroun, effectivement est dans cette même configuration. Le Royaume-Uni, si vous voulez l'Angleterre, a une vieille relation historique avec le Cameroun, parce que vous savez qu'après avoir chassé l'Allemagne en 1917, effectivement, la Grande-Bretagne et la France se sont unis pour faire ce qu'on appelle un condominium franco-britannique au Cameroun. Et il y a une relation historique qui est là. Et la Russie, avec laquelle, effectivement, le Cameroun mène ou garde une certaine relation sur le plan militaire aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Maintenant, vous avez les pays non permanents, les membres non permanents. Les 10 membres non permanents sont élus pour un mandat de 2 ans par l'Assemblée générale avec 5 nouveaux pays élus chaque année. Je les prends. Vous avez l'Algérie, dont le mandat se termine en fin 2025. Fin 2025. Vous avez le Danemark, dont le mandat va de 2025 à 2026. Vous avez la Grèce, dont le mandat va de 2025 à 2026. Vous avez la Guyana, dont le mandat se termine en 2025. Vous avez le Pakistan, dont le mandat va de 2025 à 2026. Vous avez le Panama, dont le mandat va de 2025 à 2026. Vous avez la Corée la République de Corée du Sud, dont le mandat se termine en fin 2025. Vous avez la Sierra Leone, dont le mandat se termine en fin 2025. Vous avez la Slovénie, dont le mandat se termine en fin 2025. Et vous avez la Somalie, 2025-2026, parmi lesquels il y a 2 pays africains, à savoir la Somalie, ici, et surtout la Sierra Leone, dans les membres les membres non permanents, justement, du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez très bien. Sur les 15 membres, vous avez 2 pays africains. La Somalie, effectivement, et la Sierra Leone, qui n'ont jamais porté le problème du Cameroun sur la table des Nations Unies d'une certaine façon. Qui n'ont jamais pris la peine de s'exprimer sur la question d'un pays membre des Nations Unies, officiellement, et démontrer qu'en ce moment au Cameroun, il y a une situation extrêmement grave que nous traversons et que nous vivons. Les Nations Unies ferment les yeux, se taisent complètement là-dessus. Et maintenant, je remonte un tout petit peu pour vous faire savoir que les 5 États ou les 5 pays, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, sont dans des relations bilatérales avec le Cameroun et des relations vachement profondes avec le Cameroun. Décidément donc, les 5 décideurs, les 5 pays États membres de l'ONU qui décident et qui ont le droit de veto, en fait, sont des pays amis de Biya au Cameroun. Donc Biya, en fait, au Cameroun, il est pour sauvegarder les intérêts de ces 5 pays. Vous savez que la Chine aujourd'hui au Cameroun, attendez, on va bien faire. On va bien faire. Je vais retrouver ça pour vous. On va bien faire. Et je vais le retrouver pour vous, effectivement. La Chine, les intérêts de la Chine au Cameroun en 2025 s'articulent principalement autour de l'économie, des infrastructures et de l'influence stratégique. Le Cameroun étant un partenaire clé de son initiative,
nouvelle route de soie en Afrique. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les pays membres ou les pays qui décident en fait, qui ont le droit de veto au sein de l'ONU, la Chine en fait partie. Et la Chine aujourd'hui a une relation puissante avec le Cameroun sur la question effectivement de ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie en Afrique, qui pour la Chine est le Cameroun. Alors, entre autres, n'oubliez pas qu'il y a des prêts et des dettes bilatérales. La Chine est le principal prêteur bilatéral du Cameroun. C'est la Chine. La Chine est le principal sur la question bilatérale entre deux pays. La Chine est le principal prêteur bilatéral du Cameroun. Au premier semestre de 2025, donc 2025, l'année qui est en train de finir, dont nous sommes aujourd'hui le 2 décembre déjà, elle détenait environ 65% de dettes bilatérales totales du Cameroun, ce qui confère une influence financière significative avec le Cameroun. Donc, le Cameroun et la Chine, dans les relations que ces deux pays tiennent, le rôle du Cameroun est seulement de prêter de l'argent à la Chine pour dire qu'il va lancer ses projets structurants au Cameroun. En fait, Biabim Vondo et ses amis au pouvoir cherchent donc des amis partenaires au niveau du socle décisionnel des Nations Unies. C'est-à-dire que les membres du Conseil de sécurité, bien sûr, des Nations Unies, pour trouver le moyen d'avoir une diplomatie de dette avec ces pays-là. Et pour le cas du Cameroun, le principal prêteur bilatéral entre un pays et le Cameroun, c'est la Chine, dont la dette est à hauteur de 65% de la dette camerounaise globale. C'est la Chine. C'est très important. En termes d'investissement dans les infrastructures, pour le cas de la Chine, environ 80% des investissements chinois au Cameroun sont concentrés dans des projets d'infrastructures majeurs tels que les routes, les ports, les barrages hydroélectriques et les usines de traitement d'eau. Ces projets sont essentiels au développement économique du Cameroun et créent des débouchés pour les entreprises de construction chinoises. Donc, la Chine est dans une relation purement économique et s'arrange, une fois qu'elle a posé ses pieds dans un pays avec son armement, d'imposer dans ce pays, on va dire, si possible, une dictature dans ce pays et accompagner le pays à maintenir sa dictature pour que ce pays-là vienne à lui donner ou à lui conférer des marchés. Donc, la Chine qui est effectivement membre du Conseil de sécurité et qui a son droit de veto parmi les 5 pays ayant le droit de veto au sein du Conseil de sécurité, la Chine donc a un intérêt capital, économique au niveau du Cameroun et s'arrange effectivement à tenir ses crampons au Cameroun, capable même de financer dans une certaine mesure des guerres au Cameroun pour que ce qu'on appellerait la stabilité soit au Cameroun pour permettre à cette Chine de continuer à faire ses investissements au Cameroun et on va aller plus loin. En termes de partenariat commercial, effectivement, la Chine est le premier partenaire économique du Cameroun. C'est très important. La Chine est le premier partenaire économique du Cameroun. Les deux pays explorent des moyens de stimuler davantage des échanges, notamment par le biais d'un commerce à taux préférentiel. Vous allez vous rendre compte que la Chine s'arrange effectivement à trouver des pays dans le monde où elle peut vendre et écouler ses marchandises, tout ce qui est fabriqué par des entreprises et magasins chinois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine, effectivement, regardez un peu Douala, pas seulement Douala, le Cameroun dans sa globalité, les Chinois sont partout. Ils sont partout, ils ont pris les marchés, ils vont acheter, et lorsqu'ils achètent effectivement sur, comment on dit ça, lorsqu'ils produisent, ils cherchent absolument le moyen d'écouler leurs marchandises. Et pour écouler la marchandise en question, il faut trouver des pays qui doivent prendre sur eux d'accepter que la Chine vienne écouler ses produits dans ce pays. Que ces produits soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité, la Chine est là. Et c'est la relation qu'il y a entre le Cameroun et la Chine aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui au Cameroun, les gens s'habillent, et il faut dire les choses très clairement, à 85-90% chinois au Cameroun. Le tissu camerounais n'est pas consommé au Cameroun. Les produits presque finalisés viennent de la Chine et sont imposés au Cameroun et sont vendus au Cameroun. Les Chinois arrivent au Cameroun, ils vendent en gros, ils vendent en détail
les Chinois au Cameroun. Vous devez le savoir. Maintenant, sur la question de l'accès aux sources naturelles, bien que l'accent soit mis sur les infrastructures, la Chine a également des intérêts dans le secteur agroalimentaire et forestier du Cameroun. Donc vous vous rendez compte que la Chine, je ne suis que sur le cas de la Chine. La Chine qui est un pays membre du Conseil de sécurité, d'ailleurs qui tient ce qu'on appelle le droit de veto, parmi les 5 pays ayant le droit de veto au sein des Nations Unies, la Chine, à elle seule, a des entrées au Cameroun dans le secteur forestier. Parce que même les forêts, Biabim Bondo a vendu aux Chinois. Même les forêts, Biabim Bondo a vendu aux Chinois. Le secteur agroalimentaire, les terres aujourd'hui, ce qu'on appelle les terres arabes, sont presque données aux Chinois. Allez un peu dans le centre là, on appelle comment dans le centre où on cultive le riz là. J'oublie le nom de la zone là. Il y a une zone là dans le centre, non loin de la Sanaga. C'est Bachenga. C'est Bachenga, je pense que c'est Bachenga, je pense bien si je me trompe. Là-bas, je crois que c'est Bachenga, je pense bien. Il y a des zones dans le centre là où les Chinois, effectivement, sont arrivés et ont pris quasiment toutes les terres là-bas et ils cultivaient du riz. Une fois le riz cultivé sur le sol camerounais, il n'est pas mangé au Cameroun, il est exporté ailleurs. Allez exactement à Yaoundé, en Bankomo, pour ceux qui sont des Yaoundéens et qui connaissent Yaoundé, en Bankomo, quand vous venez de Douala et vous entrez dans Yaoundé, passant par Bankomo, je vous imagine en train d'entrer dans Yaoundé. Regardez l'extrême droite, toutes les forêts de l'autre côté. Toute la forêt là est déjà vendue. Il dit bien vendue aux Chinois. C'est-à-dire que des kilomètres de terre déjà vendus aux Chinois. Quand ils sont vendus, bon, je sais, on va parler de location. Et que ils ont acheté des terres qu'ils laissent. Ils laissent sur place. Ils savent que sur 10, 15, 20 ans, ils vont venir effectivement sur l'ensemble des accords que vous avez, exploiter ce qu'ils ont acheté chez vous. Et nous ne sommes donc pas libres au Cameroun. Je vais vous dire, les amis, avançons. Sur l'influence géopolitique, le Cameroun est un bénéficiaire important des investissements chinois en Afrique. S'inscrivant dans la stratégie globale de la Chine visant à renforcer ses relations sur le continent, les deux nations se soutiennent mutuellement sur la scène internationale, notamment aux Nations Unies. Alors, aux Nations Unies, et non pas au Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun peut apporter à la Chine? Qu'est-ce que le Cameroun peut vendre en Chine, les amis? Qui en sait quelque chose? Je vous pose la question. Sur le plan commercial, qu'est-ce que le Cameroun peut vendre en Chine? Est-ce que peut lire une réponse? Qu'est-ce que le Cameroun peut vendre en Chine? Quelqu'un a-t-il une réponse, une seule réponse? Ou alors, qu'est-ce que le Cameroun vend en ce moment en Chine? Je repose la question pour qu'on puisse mieux se comprendre. Qu'est-ce que le Cameroun vend en Chine? Je vais dire une réponse et puis on avance dans le débat. Les matières premières. Voilà, quelqu'un dit les matières premières, l'autre dit le bois. Ok. L'autre dit les terres. Très bien. Alors, donc nous portons nos terres au Cameroun, pas vendre en Chine? Non. La Chine vient exploiter nos terres ici, au Cameroun. La Chine vient ici au Cameroun exploiter nos terres. La Chine sait que nous avons des terres arabes qui ne sont pas, écoutez-moi très bien, qui ne sont pas suffisamment utilisées. Et la Chine vient donc au Cameroun les utiliser. Je veux prendre l'exemple de quoi c'est de Bachenga, je pense bien que c'est Bachenga. Alors, la Chine en réalité, le Cameroun en réalité ne vend rien en Chine. Les matières premières dont vous faites évocation, la Chine vient les exploiter ici, va les transformer en Chine. La Chine vient les extraire ici au Cameroun et va les vendre en Chine.
La Chine vient au Cameroun les sortir et va les revendre, les transformer en Chine et les revendre sur le marché international. C'est-à-dire que l'Afrique, en fait, le Cameroun pour les Chinois, en réalité, est une sorte de no man's land où la Chine peut arriver, se faire les terres, vendre ce qu'elle a à vendre et basta, elle avance. Je voudrais vous rappeler, mes chers amis, que je suis encore sur le fait des 5 membres ayant le droit de veto au sein des Nations Unies. Les 5 membres là, je ne commence par la Chine. Et je vous donne donc la relation bilatérale entre ces pays, effectivement, et le Cameroun. Donc, le Cameroun a choisi d'aller rentrer dans une relation bilatérale renforcée avec la Chine pour se rendre compte que les 5 pays décisionnaires au sein des Nations Unies, si et seulement si un des pays historiques, la France ou la Grande-Bretagne, voudrait peut-être mettre le Cameroun mal à l'aise, les 3 autres pays, à savoir les États-Unis, la Chine et la Russie, vont dire stop, on ne veut pas. Attention. Écoutez-moi très bien. Sur le cas des États-Unis, qui est un des pays membres, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, ça c'est un prétexte bidon que tout le monde connaît. Les États-Unis recherchent à travers le monde les nouveaux gisements de pétrole pour se faire le maximum d'argent et pour faire tourner les turbines américaines. Et dans cette configuration, qu'est-ce que les États-Unis font? Il faut effectivement mener des accords avec des pays membres de l'OPEP, parmi lesquels le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Alors les États-Unis trouvent que non, le Cameroun c'est un pays avec lequel on peut avoir une certaine relation. Lorsqu'on fait des découvertes de gisements de pétrole au Cameroun, les États-Unis sont là pour voir comment négocier leur relation avec le Cameroun. Mais l'une des données que les États-Unis tiennent toujours à travers le monde, c'est de dire, nous venons lutter contre le terrorisme. En fait, vous savez, bon nombre de pays occidentaux, tapis dans l'ONU, sont au cœur du terrorisme de Al-Qaïda au Maghreb islamique, de Boko Haram, et bon nombre à travers le monde entier. Parmi lesquels les États-Unis, qui également sont dans le financement de ces données-là, y compris, je le mentionne, les pays du monde arabe, qui financent également les organisations criminelles terroristes à travers le monde entier. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Pour le cas du Cameroun, on sait que Boko Haram est autour du Cameroun. Qui gère Boko Haram? C'est la France. Et la France est par ailleurs membre du Conseil de sécurité, ayant le droit de veto au sein des Nations Unies. Et c'est justement cette même France qui aujourd'hui a une relation vieille et très historique avec le Cameroun. Ça devient très compliqué. Les États-Unis également, sur le plan de la santé, font ce qu'on appelle des dons en permanence majeurs dans le secteur de la santé, principalement avec ce qu'on appelait l'USAID, l'initiative du président des États-Unis pour lutter contre le paludisme, et des projets significatifs donc financés entre 2024 et 2025 pour combattre le paludisme et renforcer le système de santé camerounais. C'est de l'argent qu'on donne en fait au pays pour que cet argent soit volé, détourné par ceux qui sont au Cameroun et qui ont pour mission d'asseoir la relation diplomatique entre le Cameroun et les Nations Unies et leur donner de quoi manger et leur donner de quoi s'engraisser parce qu'on ne soigne pas le paludisme au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire, vous, chers compatriotes camerounais, si vous avez, as-tu un autre moyen pour recevoir de l'argent? Non, Castella Etane, non. C'est uniquement pour mon PayPal. Et je rappelle que ce que vous me donnez, ça me permet effectivement d'avoir Internet et continuer effectivement à faire ce genre de live pour continuer à éduquer nos compatriotes, les amener à comprendre ce dans quoi nous sommes impliqués aujourd'hui. Donc, il n'y a que le PayPal. Et au besoin, peut-être un de mes collaborateurs avec qui je travaille pourra t'écrire eBay parce qu'il m'a fait savoir que même sans PayPal, vous pouvez le faire. Peut-être il va te dire comment t'y prendre. Donc, je suis en train de vous dire que le paludisme ne se soigne pas au Cameroun. Et il y a eu un chercheur récemment à l'université de Douala, je pense que c'était une jeune chercheuse, qui a travaillé avec le professeur Gustave Lehmann, qui avait découvert et qui avait mis au point une donnée et un médicament très important pour lutter contre le paludisme au Cameroun. Le projet a été mis à disposition de l'État du Cameroun. La France, qui est le premier pays qui finance la recherche au Cameroun,
s'en est approprié et n'a pas donné l'occasion à la jeune dame ou à la dame ou au chercheur de voir dans quelle mesure poursuivre son projet qui vise à lutter efficacement contre le paludisme au Cameroun. Ce qui, par ailleurs, donne l'occasion, et je le dis ici, aux différents membres entre les États amis, entre Biabi Vondor et ces gens à qui de temps en temps, les États-Unis donnent de l'argent pour dire, sous le prétexte de la lutte contre le paludisme, nous vous donnons de l'argent, prenez cet argent, mais donnez-nous tout ce dont on a besoin, les gisements, le pétrole, le gaz, etc. Et pour tenir ce qu'on appelle une certaine position stratégique sur vos terres, le Cameroun. Sur la question de l'économie, bon, on va dire qu'il y a pas mal de choses qui se font entre les États-Unis et le Cameroun. Et il y a également des enjeux et positions américaines. Les relations sont parfois nuancées sur les positions américaines concernant la gouvernance, l'état de droit et le droit de l'homme au Cameroun. Alors, si l'aide humanitaire et sanitaire se maintient, les États-Unis lient une partie de leur coopération militaire et sécuritaire à des progrès en matière de droits de l'homme. Les États-Unis savent en ce moment que Biya a tué des gens en ce moment. Mais les États-Unis sont muettes. Sont muets autant pour moi. Les États-Unis savent que Biya a versé le sang pour marcher sur le sang de ces Camerounais et aller se réimposer à la tête du Cameroun. Mais les États-Unis ont choisi de se taire. Pourquoi? Par rapport aux intérêts stratégiques et leur position au sein bien évidemment du golfe de Guinée, où il y a également de nombreux gisements de pétrole dans le golfe de Guinée aujourd'hui. Donc on peut donc dire que les États-Unis, effectivement, membres du Conseil de sécurité, ayant le droit de veto et avec lequel le Cameroun a des relations très importantes, choisit de nourrir et d'engraisser Yaoundé, d'engraisser Paul Biya, pour que Paul Biya soit confortablement assis, mieux outillé, pour continuer à faire une pression sur les Camerounais et de facto ne pas laisser les Camerounais éventuellement se lever et défendre leur dignité, leur souveraineté, leur indépendance, parce que les États-Unis devraient effectivement venir trouver le moyen de s'imposer au Cameroun et profiter économiquement. Qui ne l'a pas dit? Les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. On parle encore de la France. Faudrait-il parler de la France, les amis? Vous le savez. Avec la France, c'est très compliqué. Sur la question de la France, c'est hyper compliqué. Alors, si nous commençons sur la France, nous risquons de passer le temps de toute la nuit ici parce que sur les questions propres entre le Cameroun et la France, c'est extrêmement difficile. Les relations bilatérales entre le Cameroun et la France sont historiques, profondes, diversifiées et couvrent des domaines clés tels que l'économie, la coopération au développement, la culture et la défense. Je rappelle que la France fait partie des pays ayant le droit de veto aux Nations Unies. Donc la France a une relation sur la question de la défense au Cameroun. C'est la France qui forme vos officiers à l'ENAM. C'est la France qui gère l'économie du Cameroun à travers le franc CFA. C'est la France qui décide au Cameroun des fluctuations qu'on pourrait avoir sur la monnaie en elle-même. C'est la France qui décide effectivement sur la coopération et le développement. La France décide. Je vous rappelle que tous les argents que les barons du régime volent et vont garder en France, la France récupère le même argent et met à la disposition des pays sous forme de prêts ou sous forme d'aide française au développement, notamment au Cameroun. La Russie, aujourd'hui, avec le Cameroun, je vais vous dire, parce que je connais un tout petit peu, et vous allez comprendre pourquoi les Nations Unies sont exactement complices de ce qui se passe au Cameroun parmi les pays dont je vous cite là. Les relations bilatérales entre le Cameroun et la Russie sont traditionnelles, amicales et sont intensifiées récemment
notamment par la signature d'accords de coopération militaire, économique et éducative. Sur la question de la coopération militaire entre le Cameroun et la Russie, il y a une coopération militaire signée en 2022 et ratifiée par le Cameroun en 2023, renforçant les liens stratégiques entre le Cameroun et les deux pays. C'est très important. Donc, il y a un renforcement d'une relation entre le Cameroun, du point de vue sécuritaire, du point de vue de la défense, et la Russie. Et je vous dirai pourquoi. Sur le plan de l'éducation, on vous dit que la Russie offre des bourses d'études universitaires et post-universitaires aux ressortissants camerounais. Donc, tu peux être camerounais, tu vas étudier en Russie et tu reviens. Ça, bref, tout le monde connaît. L'économie et le commerce. Des opérateurs économiques camerounais sont invités à participer au Forum économique russo-afrique. Le président Paul Biya a plaidé pour un accroissement des investissements russes au Cameroun lors du sommet Russie-Afrique. Imaginez-vous donc que la France qui a fait du Cameroun sa chasse gardée. Donc Biya Bimbondo vous a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Aujourd'hui, Biya Bimbondo vous laisse croire que le Cameroun pourrait avoir, la Russie pourrait avoir des investissements effectivement au Cameroun, devant la France, membre du Conseil de sécurité, devant les États-Unis, membre du Conseil de sécurité ayant le droit de veto, devant la Chine. Alors le Cameroun devient de façon inéluctable, et aussi à Grande-Bretagne, un pays sur lequel ces 5 géants peuvent venir se discuter au Cameroun sous vos yeux, sans se gêner. En réalité, ça veut dire quoi? Biya Bimbondo a pris le temps de tisser des relations avec ces 5 pays-là. Pour que les 5 pays-là viennent le conforter dans sa position de celui qui maintient les Camerounais en situation d'otages et d'esclaves, pour leur permettre à ces 5 pays de mieux exploiter et piller le Cameroun. Et il y avait le rôle de la France, effectivement. Il faut donc diviser pour mieux régner, exploiter, piller pour remplir les banques européennes et les banques internationales. Et les banques de ces pays-là, à travers le pétrole, à travers la bauxite, à travers le bois, à travers le coltan, à travers les minéraux, à travers le sol, à travers le sous-sol, à travers... Qu'est-ce que vous voulez? Tout est là. Pour le cas de la Russie, je vais prendre un exemple, le cas de la Russie. Est-ce que vous savez que 1xBet est une entreprise purement russe? Et lorsque toi, jeune Camerounais, tu donnes 300 francs pour faire une mise à 1xBet, tes 300 francs, une fois que tu nous as donné, on t'a remis un ticket, c'est déjà en Russie, ce n'est plus au Cameroun. Et l'évasion que tu fais en termes d'argent, partant du Cameroun pour la Russie, est extrêmement grave. Et c'est donc pourquoi tu vas voir, sur ces questions simplement, et les projets que la Russie tient au Cameroun, et bon nombre de projets tenus par ces pays. Donc, Biya est devenu pour ces 5 pays-là, le garant d'une sorte d'hégémonie occidentale qu'on peut avoir sur le peuple camerounais que nous sommes. Ne nous laissons pas l'occasion de nous libérer, de nous développer, d'avoir notre souveraineté et de décider ce que nous voulons. Parce que Biya se positionne comme étant le garant des intérêts de ces 5 pays États membres des Nations Unies et d'ailleurs qui détiennent ce qu'on appelle le droit de veto au Conseil de sécurité. Donc, très simplement, quand on vous dit que la dictature est sauvage et barbare, et que la tyrannie est sauvage et barbare, maintenant, Biya est devenu, pour ces 5 pays, celui qui donne la garantie pour dire que non, tu t'amuses, je laisse l'autre entrer en guerre avec toi. Le Cameroun peut devenir à tout moment un théâtre d'opérations de guerre. Pourquoi? Parce que les intérêts chinois sont là, les intérêts américains, les intérêts français, les intérêts britanniques et surtout les intérêts russes. Et ces 5 pays qui sont très puissants en termes d'armement peuvent donc choisir de venir lutter sur le sol camerounais. Et tout en luttant sur le sol camerounais, ces 5 pays laisseront leur pays en paix. Mais ils vont se battre au Cameroun pour avoir les intérêts et le sol et le sous-sol camerounais sous la coordination et la volonté de Biya Bimbondo Paul Barthélemy. C'est pourquoi nous vous rappelons, chers amis, que l'ONU ne peut pas en ce moment
prendre la parole sur le cas du Cameroun. C'est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a pris sur elle de venir accompagner le Cameroun dans une organisation secrète entre Elections Cameroun et mon frère, ouvre la ligne, je vais t'expliquer. Ok, il n'y a pas de problème, je vais ouvrir la ligne. Je ne sais pas si tu peux monter ici. Hein. Je ne sais pas si ça peut passer. J'ai souvent essayé de faire des lives comme ça, Angéline. J'ai souvent essayé, mais ça ne donne pas. Donc l'ONU aujourd'hui est dans cette configuration-là, et l'ONU dont est venue au Cameroun s'arranger, s'acoquiner avec Biabim Vondo pour dire que l'ONU sera un partenaire technique dans l'organisation des élections qui vont de 2025 à 2027 au Cameroun. Soit 2 ans, et avec le concours de l'ensemble des organisations membres de l'ONU au Cameroun, l'UNICEF, l'UNESCO, l'ONU Femmes, le PNUD, etc. Tout ce que tu connais, toutes ces organisations sont greffées à l'ONU au Cameroun pour aider le Cameroun à organiser l'ensemble de ces élections au Cameroun jusqu'en 2027. Objectif, c'est une dictature, c'est une tyrannie occidentale qui voudrait effectivement que, avec ce que Biya vient de faire, Biya sera protégé par l'ONU. Et l'ONU ne s'exprime pas depuis. L'ONU ne s'explique pas depuis. L'ONU ne donne pas une position depuis. Même le haut commissaire de l'ONU au Cameroun fait ce qu'on appelle des communications insipides. Juste pour laisser l'illusion aux Camerounais qui doivent penser et croire que fondamentalement, l'ONU a dit quelque chose sur le cas du Cameroun. L'ONU n'a aucune pression sur Paul Biya. L'ONU ne peut avoir aucune pression en ce moment sur Paul Biya. Parce que Paul Biya est le garant des intérêts des pays occidentaux basés dans l'ONU, notamment la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie et voilà, tous ces pays-là. Qu'est-ce qu'il faut donc? Je vous donnerai donc l'une des raisons puissantes pour comprendre exactement pourquoi l'ONU est dangereuse pour le Cameroun aujourd'hui. Je vais reprendre un document qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Et je vais vous expliquer quelques raisons de ce qui se passe avec les accords internationaux. Écoutez-moi très bien, mes chers compatriotes. L'ONU est notre instrument et nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. J'espère que vous comprenez très bien. Dans la charte de l'impérialisme occidental, dans tout ce qu'ils ont fabriqué, je rappelle que l'ONU est née de la SDN. La SDN qui est la Société des Nations. Et c'est bien sûr la SDN qui avait mis le Cameroun sous tutelle de la Grande-Bretagne et de la France, après que ces deux pays-là aient chassé l'Allemagne du Cameroun lors de la Première Guerre mondiale. Le Cameroun a été mis donc sous tutelle. On était d'abord sous condominium, après sous mandat, après sous tutelle. Quand c'est l'inverse, c'est sous tutelle, sous mandat, bref, on va voir. On a été justement mis sous tutelle des Nations Unies. Donc il y a le condominium, je pense bien. Après, il y a eu la tutelle et il y a eu le mandat. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est l'enchaînement qu'on a eu. Et comme le Cameroun était donc sous tutelle des Nations Unies et avait demandé aux deux pays, la France et la Grande-Bretagne, qui se sont partagés les territoires occupés par l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale sur le continent africain, alors on vous donne les deux pays là pour que vous les gérez et vous nous rendez compte à nous l'ONU, à nous la SDN, la Société des Nations qui avait été créée au lendemain bien évidemment de la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé plus tard le sommet de Versailles et qui avait voilà, sanctionné le perdant de la guerre qui en réalité était l'Allemagne. Donc comprenez très bien ce que c'est que l'ONU.
dans les accords internationaux, parce qu'il faudrait qu'on vous explique pourquoi aujourd'hui, l'ONU ne peut pas, en l'état, prendre sur elle de venir attaquer Biya Mbondo au Cameroun, pour le moment. Et je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Et qui peut attaquer Biya Mbondo? Écoutez-moi très bien. Les accords internationaux, l'ONU est notre instrument. Ça, ce sont les impérialistes qui parlent. Donc, la France, l'Angleterre, les États-Unis, plus ou moins la Russie, plus ou moins la Russie. La Chine qui n'est pas dans ce concert, mais qui le fait techniquement, d'une autre façon. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et le tiers-monde pour protéger nos intérêts. Donc, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, non, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, au sein bien évidemment de l'ONU, peuvent donc utiliser l'ONU pour tenter de fragiliser les positions russes au Cameroun et les positions effectivement chinoises au Cameroun. Et effectivement essayer de tout faire pour s'imposer au niveau du Cameroun avec les accords internationaux. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Je vous explique ça très brièvement. Lorsqu'il y a donc eu l'accord entre Elections Cameroun et l'ONU, vous comprenez que ce point est donc clair sur le rôle que l'ONU a joué au Cameroun, déstabiliser et détruire les régimes qui leur sont hostiles. Yaoundé n'est donc pas hostile aux États-Unis. Yaoundé n'est pas hostile à la Grande-Bretagne. Yaoundé n'est pas hostile à la France. Plus précisément. Parce que pour le moment, malgré la pénétration chinoise et russe, il reste encore assez. Ils ont encore une certaine même mise sur les avoirs du Cameroun. Et maintenant, installer nos marionnettes pour la protection, sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Les forces de l'ONU, en fait, peuvent être militaires, comme elles peuvent être diplomatiques. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, peut décider de ne pas donner l'argent au Cameroun. Et le Cameroun ne pourra pas poursuivre ses projets de développement. L'ONU Femmes peut décider justement de mettre très mal à l'aise au Cameroun sur l'ensemble des rapports qu'on pourra faire sur le Cameroun et démontrer que le Cameroun est un pays qui ne respectait pas les droits humains, qui ne respectait pas si... Le Human Rights Watch, qui est ce qu'on appelle en réalité les organisations Soros, parce que Soros également c'est un homme qui gère ces organisations et qui est comme une sorte de main de l'ONU qui peut faire de bons rapports sur un pays comme il peut faire de mauvais rapports sur ce pays. Et pour le cas du Cameroun, c'est exactement ce qui se passe. Alors donc, il y a donc une force diplomatique de l'ONU au Cameroun qui peut choisir de mettre très à mal le Cameroun. Toujours avec l'ONU, notre devoir est de maintenir, les résolutions de l'ONU. Écoutez très bien, les résolutions de l'ONU sont les textes qui nous donnent le droit et le moyen de frapper. Les résolutions de l'ONU sont les textes qui nous donnent le droit et le moyen de frapper. Frapper où? Frapper exactement où leurs intérêts sont menacés. Donc pour le cas du Cameroun, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, leurs intérêts ne sont aucunement menacés. Et par conséquent, ils n'ont pas de problème, ils ne se prononcent pas sur ce que les Camerounais traversent et ce que les Camerounais vivent en ce moment. De frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions. Les dirigeants et les peuples. Les dirigeants et les peuples. Il faut bien m'écouter. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer
et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc vous comprenez que le Conseil de sécurité de l'ONU a 15 membres, 15 États membres, parmi lesquels il y a 5 qui ont le droit de veto. La France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est en fait eux-là qui sont ceux qui décident au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils peuvent décider de faire la guerre dans un pays, comme ils peuvent décider de ne pas la faire. S'ils estiment donc que leurs intérêts sont menacés dans ce pays-là, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils se mettent de côté. Ils organisent une guerre là-bas contre ceux qui s'attaquent à leurs intérêts. Et c'est pourquoi ils vous disent ici là que les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit, le moyen de frapper, de tuer ou de détruire les pays dont les dirigeants, Biya est un dirigeant soumis à l'ONU, Biya est un dirigeant soumis à la France, Biya est un dirigeant soumis à l'Angleterre, Biya est un dirigeant soumis aux États-Unis, Biya est un dirigeant soumis à la France, Biya est un dirigeant soumis à la Russie, dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut donc dire que les amis, aujourd'hui, nous sommes en réalité pris en otage. Vous et moi, et 40 millions de Camerounais, nous sommes encore dans ce qu'on appelle l'enclos colonial occidental et impérialiste. Nous sommes ceux qui produisons pour que d'autres puissent manger. Je reviens. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, virgule, la misère, virgule, la division, virgule, les guerres, virgule, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Vous comprenez en fait que deux pays ne connaîtront jamais la guerre, ne connaîtront jamais la paix. Et pensez par les Nations Unies, vous dans les deux pays. Il y a le Liban, qui est un pays qui ne va jamais connaître la paix. Et que les Nations Unies ont décidé comme ça, et la République centrafricaine. Ne me demandez pas pourquoi. Ces deux pays-là, selon les Nations Unies, ne connaîtront jamais la paix. Donc vous comprenez que pour le cas du Cameroun précisément, les Nations Unies ont fait sciemment de se taire depuis. Non seulement qu'ils ont renforcé leur accompagnement technique avec Elections Cameroun, dans un premier temps, les élections sont passées, Biya a volé, Biya a tué, Biya a écrasé, Biya s'est autoproclamé. Les Nations Unies sont muettes. L'ONU ne parle pas. L'ONU ne dit rien. L'ONU observe. Et l'ONU se félicite de ce que Biya a fait exactement ce que l'ONU veut. Notre règle d'or, pensent les impérialistes, ils disent que la règle d'or des impérialistes est la liquidation physique des leaders et des dirigeants nationalistes des pays du tiers-monde. Ceux qui disent tous les jours que Biya est un panafricaniste, là, venez ici me dire. Ceux qui chantent tout le temps que Biya est un panafricaniste, Biya est un panafricaniste, venez donc ici m'expliquer en quoi Biya est un panafricaniste. C'est une pourriture humaine. C'est une pourriture morale. C'est une pourriture idéologique. Il n'y a aucune capacité pour Biya aujourd'hui de tourner le dos à ceux qui lui permettent d'avoir les armes, d'avoir l'argent pour imposer au Cameroun la tyrannie, la dictature, effectivement, est ce qu'on appelle le fascisme. Donc Biya,
en ce moment, est protégée par les Nations Unies au Cameroun. Dans la protection des Nations Unies au Cameroun, sous Paul Barthélemy Biabi Mbono, est telle que les Nations Unies visent leurs intérêts. Et je vais plus loin. Il y a ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale, attendez. Mon Dieu. Voilà. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Fonds monétaire international, par exemple, et la Banque mondiale, qui sont en fait ce qu'on appelle les institutions financières de Bretton Woods et qui en réalité ont de longues relations avec le Cameroun, très complexes d'ailleurs, faut-il le rappeler. Toi-même, tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis. Wonderful. Les gens entendent avec, vous entendez avec vos oreilles ou avec vos fesses. Roger, Daniel et Somba. Il faut toujours les noms pareils. C'est toujours les mêmes noms. Tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis. Je rappelle donc qu'il y a les institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods, je vais peut-être toucher le cas de la dette du Cameroun. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Bref, ce sera un peu long si on tous ces sujets-là. La Banque mondiale prête de l'argent au Cameroun chaque année. La Banque mondiale prête de l'argent au Cameroun chaque année. Bon. Le FMI prête de l'argent au Cameroun quand le Cameroun a besoin. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pendant qu'on y est? Quand la Banque mondiale, le FMI, prête de l'argent au Cameroun, les deux institutions ont le devoir de s'acoquiner avec les forces onusiennes pour maintenir le pays dans ce qu'on appelle une certaine stabilité. Pour que les prêts qu'ils ont faits à ce pays-là, que ce pays travaille en esclavage pour enrichir les banques, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc, regardez donc la configuration. Nous sommes encore dans l'esclavage des temps modernes. L'esclavage des temps modernes voudrait que vous et moi, on est considérés comme les esclaves. Et nous devons payer les dettes à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Nous devons payer les dettes aux pays avec lesquels nous avons des relations bilatérales. Et le drame, c'est que ceux qui nous dirigent prennent cette dette-là pour s'engraisser, pour voler, pour jouir et non pas pour travailler pour le pays. Et permettre en fait que ce pays puisse être émergent et permettre en même temps que les Camerounais, dans le Cameroun, ayant pris cet argent-là, se rendent compte de ce qu'ils sont endettés et avec des stratégies qu'ils pourront mettre en place, ils pourront rembourser toutes leurs dettes et devenir effectivement un pays stable sur toutes les données. Je vous rappelle que la Chine vend les armes au Cameroun. Je vous rappelle que la France vend les armes au Cameroun. Je vous rappelle que la Russie vend les armes au Cameroun. Qui sont ceux qui achètent ces armes? Ce sont les Camerounais qui achètent ces armes. Et les Camerounais achètent les armes dans ces pays étrangers pour essayer de laisser croire que nous pourrons avoir une armée puissante. Non, on n'a aucune puissance. Je dis bien que nous n'avons aucune puissance. J'insiste encore. Nous, ici au Cameroun, nous n'avons aucune puissance. Aucune qualité. Nous n'avons aucune puissance. L'impression qu'on vous donne, c'est que vous devriez acheter des armes pour être puissant. Mais en fait, ces 5 pays-là
vous vendez les armes pour lutter contre les Camerounais comme nous et ceux qui descendent dans la rue pour dire qu'ils veulent chasser le régime en place. En fait, le régime est là pour garantir les intérêts de la communauté internationale de façon institutionnelle et des pays avec lesquels le Cameroun est dans une relation bilatérale pour lui dire, tu sais qu'il faudrait que tu nous aides à avoir l'argent, les armes pour maintenir le Cameroun dans la paix. Garde-moi un peu d'argent pour que je tue les gens là et que je maintienne ce que je veux maintenir, pour que tu viennes faire ce que tu as à faire et que tu t'en vas. Non, on est là, on garantit ce qu'on a pour toi. Donc en fait, Biya, Ngongo, Baboke, Chantal Biya et tous ceux qui sont autour du spécimen Biya ne sont là que pour garantir les intérêts de la communauté internationale, les intérêts des pays occidentaux, les intérêts des pays impérialistes et les nouveaux pays comme la Russie et la Chine. Biya est là pour garantir leurs intérêts. Donc en fait, vous devez donc comprendre pourquoi. Depuis tout ce qui se passe au Cameroun, l'ONU ne s'est pas prononcée. L'ONU n'a rien dit. L'ONU n'a pas placé la moindre virgule. Je ne parle pas du haut commissaire des Nations Unies à Yaoundé. Ici, là, il ne fout rien. Il ne sert à rien à Yaoundé. C'est juste fait... D'ailleurs, je vais vous donner... Je vais vous dire... Il a fait 2 sorties. Hein. Attendez. Je vais vous le donner. Sur le... J'espère que je vais retrouver ça. Je vais vous rappeler, il a fait 2 sorties. Les 2 sorties sont récentes. Il a fait 2 sorties récemment. C'était bien sûr à la veille de l'élection présidentielle. Il a fait une toute dernière sortie. Tu mélanges tout, mon frère. Ouais, Angéline. Je mélange tout comment? C'est quoi ton problème? Est-ce que je suis obligé de dire tout ce que tu dis? Le monde est tellement grand, le savoir est tellement immense, que je ne remets dans le contexte de mes propos que ce que je connais. Pourquoi tu veux que je mélange tout comment? Je suis effectivement sur l'Organisation des Nations Unies, les relations multilatérales, avec ces organisations-là, les organisations bilatérales et les relations avec les institutions financières. Dont le FMI, la Banque mondiale, plus précisément, la BAD, les banques internationales, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, avec lesquels le Cameroun a des relations puissantes et sur le plan économique. Donc, Biya, en fait, est ce qu'on appelle le maître esclave dans le précaré, dans l'espace conquis par les impérialistes pour garantir leurs intérêts à eux. C'est pourquoi Biya est capable de prendre leurs armes pour venir tuer les Camerounais et maintenir l'oppression occidentale par les soins et par la main de Biya au Cameroun. C'est comme ça. Très simplement. Donc ne nous attendons pas à la réaction des Nations Unies au Cameroun. Ce qu'il faut donc dire à mes chers compatriotes camerounais, c'est que Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, nous ne devons faire confiance en personne. Les 2 blocs dont tu parles là, ce n'est pas le plus important ici, ma soeur. Je ne suis pas dans le bloc, je te parle de l'ONU, point. Et je suis revenu avec l'histoire, pour le peu que je connais. Les 2 blocs ne sont pas importants pour le moment. Ce que je veux donc que tu comprennes, cher peuple camerounais, chers compatriotes, chers frères, chers sœurs, nous sommes dans une position d'esclavage. Et je vais donc t'expliquer pourquoi nous sommes dans une position d'esclavage. Et je vais te prendre un exemple très simple. Il y a une entreprise au Cameroun qu'on appelle Orange Cameroun, que tu connais très bien. Orange a environ
12 millions, 13 millions d'abonnés au Cameroun. Figure-toi que chaque abonné lui donne par jour 1000 francs. Ça fait combien? Ne regardons pas les chiffres. Sur la base du franc CFA, ça fait combien? L'argent est reversé automatiquement dans les banques françaises. Ça fait combien? Qui produit cet argent-là? C'est toi. C'est moi. C'est 40 millions de personnes. Donc plus vous êtes nombreux, plus vous consommez, plus vous êtes capable de produire pour enrichir les banques, enrichir les impérialistes qui ont pour mission de vous diviser. C'est la raison pour laquelle Biya Mbonda a imposé le tribalisme au Cameroun. Sa mission est de vous diviser pour mieux régner. Biya Mbonda a imposé effectivement le tribalisme, imposé et se rassure que les frontières de localités, des ethnies, des tribus soient bien respectées pour vous rappeler que vous êtes différents afin de mieux piller le Cameroun sous la bannière des Nations Unies et des pays occidentaux dont lui, il dit être le meilleur élève de la France. Souvenez-vous, les propos ont été portés par lui-même aujourd'hui. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous pensons aujourd'hui que nous sommes encore dans l'état de l'esclavage occidental. C'est pourquoi Thomas Sankara, qui pour nous est un prophète de la liberté, disait en son temps que nous ne sommes pas capables de payer la dette. Attendez, hein. Parfois, quand tu parles les Camerounais, il faut donner des références. Parfois, même leur faire écouter. Parce qu'il peut avoir l'impression que tu racontes des choses pour raconter. Tu leur fais écouter pour qu'ils comprennent. Ok? Voilà, je vais prendre Thomas Sankara. Je vais prendre Sankara, voilà, je vais prendre Sankara. Sankara sur la question de la dette. C'est quoi? Internet dérange chez moi ou quoi? Sankara, pour moi, c'est un prophète. Qu'est-ce que Sankara nous dit sur la dette? Je pense que c'est un extrait, hein, je ne peux pas prendre, c'est très long. Aimez-nous de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre. De Norvège, je pense qu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang.
été menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. Voilà. C'est juste un extrait de Thomas Sankara. Pour ceux qui ont écouté, juste vous dire que nous sommes aujourd'hui avec Biabi Mbondo dans l'enclos colonial au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui avec Biabi Mbondo dans l'enclos colonial au Cameroun. C'est pourquoi je salue un homme au Sénégal qu'on appelle Ousmane Sonko. Lorsque Sonko avait dit qu'il est temps que la France retire son genou sur le cou des pays africains. Parce que sans Afrique, Paris ne serait rien. La France n'est rien. Donc il y a un combat que nous menons aujourd'hui. Le combat pour lequel nous sommes justement engagés là-dedans aujourd'hui n'est pas seulement le combat qui vise à faire tomber Biabi Mbondo qui nous fait souffrir. La lutte est plus profonde que vous ne le pensez. Le combat est plus intense que vous ne le pensez. Contre les ordres impérialistes qui s'imposent au Cameroun. Plus grave pour le cas du Cameroun. L'impérialisme au Cameroun s'est imposé avec le satanisme. Rose-Croix, franc-maçonnerie, Ekanka, les Templiers, tout ce que vous pouvez imaginer là, ils sont au Cameroun pour un seul objectif, tenir les Camerounais gouvernants dans des loges, les confiner à l'esclavage des loges importées de l'Occident, leur rappeler qu'ils pourront avoir le bonheur et vivre autant qu'ils veulent vivre, bonnement au niveau du Cameroun et sur la terre, mais surtout de faire allégeance à leur gourou issu de ces loges-là, la franc-maçonnerie. C'est pourquoi vous verrez même, la franc-maçonnerie aujourd'hui a des branches ou a des divisions. C'est de l'Orient, c'est de l'Occident, c'est de ceci. C'est compliqué. Et entre eux-mêmes, ils se battaient encore pour dire, c'est cette faction de la franc-maçonnerie qui contrôle cette portion de terre. Donc vous allez vous rendre compte, mes chers amis, que le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas seulement celui qui vise à faire tomber Biya. Non. C'est faire tomber Biya, c'est déraciner Biya, c'est retirer exactement à Biya ce que Biya nous a enlevé de plus cher, et c'est trouver le moyen de repenser le Cameroun sur le prisme de son indépendance qu'il n'a pas depuis 141 ans. C'est d'ailleurs pourquoi M. Anissé Ekane en est mort. Parce qu'il rappelait qu'il fallait absolument que le Cameroun soit libre sur le prisme de son indépendance. Et ça fait 141 ans que nous n'avons pas cette indépendance-là. Je vais quand même essayer de rapidement brosser, rapidement, ce que j'aime toujours rappeler ici à mes compatriotes camerounais. 1884, l'Allemagne est là. L'Allemagne arrive étant déjà en froid avec la France, à qui elle a pris l'Alsace-Lorraine, et avec l'Angleterre, à qui elle a dévancé l'Angleterre sur le sol camerounais, après que les chefs locaux d'Ouala avaient émis des lettres à la reine d'Angleterre Victoria, lui demandant de venir coloniser le Cameroun. Quand les Allemands vont arriver bien après, ils vont signer des accords avec les chefs d'Ouala, qui vont estimer que les Anglais étaient trop lents. Alors, ils vont revenir 2 jours après. 2 jours après, on dira que non, c'est déjà là, il est au drapeau. Il y a des colères. L'Angleterre ne va pas accepter. Elle va dire que non, j'avais mes lettres qu'on m'avait envoyées ici. Il fallait que tu me laisses faire ce que j'ai à faire. Entre-temps, la France dit que les Allemands là ont pris une portion de nos terres. L'Alsace-Lorraine, il faut qu'on récupère ça. Voilà comment les gens vont s'arranger. Ils vont donc entrer. Après avoir fait ce qu'on appelle la conférence des Berlin sur le partage du continent africain. Donc ton pays, le Cameroun, notre pays là, où nous sommes là, le Cameroun, a été partagé. Et c'est d'abord l'Allemagne qui est venue faire le tracé du Cameroun. Lorsqu'ils ont chassé l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, ils ont imposé effectivement à l'Allemagne de quitter le Cameroun, et la France et l'Angleterre, les vainqueurs de la guerre, se sont partagés ton pays, le Cameroun, toi et moi. L'une des raisons profondes de ce qu'on appelle la crise dans le Nozo aujourd'hui.
Donc, ce qui se passe par exemple au cas du Nozo, je fais rapidement le lien. En réalité, ce qui se passe dans le Nozo, ce n'est pas une guerre entre les Camerounais, non. C'est une guerre entre la France et la Grande-Bretagne au Cameroun. Parce qu'en fait, la Grande-Bretagne étant dans un accord avec la France, pour dire comme c'est un bout de terre pas très grand, ok, je vais y laisser mon administration. Le Northern Cameroun s'est rallié au Nigeria. Le Southern Cameroun s'est rallié au Cameroun. Mais seulement, je garde encore mon emprise sur le Southern Cameroun. Et par conséquent, comme ce n'est qu'un bout de terre, et tu as la grande partie des terres, nous allons donc avoir une armée commune qui va continuer à avoir toutes les emprises sur le peuple camerounais. Et même en zone anglophone, à Bamenda et à Boya, globalement, je vais continuer, moi, l'Angleterre, d'avoir ma main mise sur ma possession de terre. Quand Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a demandé aux entreprises françaises d'aller investir la zone anglophone et de franciser la zone anglophone, c'était une provocation vis-à-vis bien évidemment de la Grande-Bretagne, qui n'a pas lésiné sur les moyens et qui a activé ses grands moyens. Et en activant ces grands moyens, la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé dans le moyen de dire, on organise une guerre, comme nous ne pouvons pas nous battre sur le sol européen, nous allons nous battre sur le sol africain. Et qui doit périr? Ce sont les Africains, notamment Camerounais. Et sous la bannière des Nations Unies, on va faire semblant de vouloir réparer la guerre. On n'est pas pour réparer la guerre. C'est que tu me laisses ma portion de terre, tu n'entres pas. Donc la France et la Grande-Bretagne sont ceux et celles qui se battent dans le Nozo. En armant les Ambazoniens, effectivement, la France et la Grande-Bretagne se battent là-bas. Et la France qui sait qu'elle tient effectivement une portion importante au niveau du Cameroun, en termes de terre, avec Biya qui est aux affaires, l'armée lui est fidèle, alors Biya envoie son armée au nom de la France, détruire ceux qui en réalité, en Ambazonie, portent les aspirations de la Grande-Bretagne, qui, je le rappelle, est également membre du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Et dans cette configuration, voilà donc comment les choses avancent, durement pour les Camerounais et pour les Africains. Pour le cas du Cameroun, mon cher frère, ma chère soeur, mon cher compatriote, la seule chose qu'on soit capable de faire là maintenant, c'est la népalisation. Je te dis, et écoute-moi très bien, la seule chose qu'on soit capable de faire là maintenant, c'est népaliser le pays. Mais sachant qu'en népalisant le pays, on va mourir. Je t'explique pour que tu comprennes très bien. La seule chose qu'on doit faire là maintenant, c'est d'entrer dans une guerre avec le régime en place. Et je vais t'expliquer comment cela se fait. Une guerre avec le régime en place, c'est de, excusez-moi, c'est de killer tous les membres du régime. Avec les mains, avec les pierres, avec les bâtons, les tabasser et les tuer un à un. Donc si nous, là, Camerounais, de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, je ne sais pas trop, de l'ouest, du littoral, du centre, du sud, de l'est, si nous ne nous arrangeons pas à être unis pour attaquer les membres du gouvernement, en commençant par attaquer Paul Biya, attaquer les membres de l'armée, attaquer tous ceux qui sont dans l'armée, il n'y a pas des officiers supérieurs, des généraux et tout cela. Si on les killem pas, on killem le mouna, on détruit les biens qu'ils ont. En réalité, nous maintenant, peuple camerounais, en passant le message à l'ONU et en passant le message à tous ceux qui sont amis du Cameroun, pour leur dire que c'est nous, peuple camerounais souverains, qui avons décidé de ce que nous voulons pour la continuité, alors ce sera compliqué. Le drame, c'est que ce genre de live que je fais, il n'y a pas trop de personnes qui me suivent. C'est ce qui me tue. Ça fait au moins 1h30 que je suis en train de parler. Ce genre, non, les gens ne sont... On vient là, on regarde un peu, il parle de quoi? Non, il n'est pas dans le Congo, ça. Ah non, c'est pas important. Ah, il parle de la politique. Ah, vraiment, c'est trop compliqué pour nous. Regardez exactement ce qu'ils vous ont fait. Quand bien vous rappelez au cœur des années 90, que la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, en fait, ils vous sortaient du giron politique
pour que vous n'ayez pas aujourd'hui la capacité de réfléchir sur les questions politiques propres à votre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, dans un live comme celui que j'ai fait, je n'ai pas 5000 Camerounais qui me suivent. C'est un drame. Et c'est une réussite pour le régime impérialiste occidental à Yaoundé, qui n'est là que pour asseoir la capacité pour les impérialistes d'endormir et de diviser les Camerounais. Vous allez voir, d'autres programmes venaient à dire qu'il parle parce que c'est un tribaliste. Ah, le gars, s'il avait dit qu'il est Bamileke, il supporte les Bamileke, vraiment, je l'écoute même pourquoi. Ah, gars, c'est que tu disais bien, mais je n'ai pas les dates, je n'ai pas les mégas. Vraiment, ce qu'il a même dit là, bon, comme il ne parle pas trop, il a dit beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est un peu compliqué, ça ne sert à rien que vraiment, je n'ai pas le temps pour ça. Mais quand on m'a dit que Fingon Tralala a fait l'accident, ah bon, Fingon Tralala a fait l'accident, il a tué combien de personnes? Ouais, Fingon, on avait dit non, que la femme de Fingon là, Fingon, la femme que tu avais laissée là, voilà ce qui les intéresse. Hein. Mais là, tu parles de la politique et tu essayes de les amener à comprendre ce dans quoi ils sont investis. Non, 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 on n'est pas là. Ça ne nous intéresse pas. Mais si on dit là que ouais, les écans, Bouloubeti du régime ont attaqué les Bamileke, que les Bamileke ont riposté. Non, ils vont venir. Ils vont venir. Mais ne comprenons pas en fait qu'ils sont des victimes d'une politique mise en place par les impérialistes occidentaux avec leurs marionnettes au pouvoir. Ce qu'ils ne savent pas en plus, c'est que dans la même charte de l'impérialisme, il y a une donnée qui chaque fois quand je lis me chagrine beaucoup. Et je pense qu'en toute honnêteté qu'il faut trouver le moyen de le rappeler aux Camerounais à chaque fois. J'espère au moins que vous aurez un sardinat qui pointe sur lui de vous faire de tels exposés. Et quand nous disons souvent que nous faisons les exposés, la seule chose que nous demandons aux Camerounais qui nous suivent, c'est de nous donner un verre d'eau avec le PayPal qu'il y a en bas pour nous accompagner à avoir Internet, pour nous aider à pouvoir aller plus loin, pour nous aider effectivement à faire les choses bonnement. Et le PayPal étant ouvert, ce n'est pas une pression, hein. C'est celui qui sent la nécessité, la capacité de nous accompagner. Il nous accompagne et il accompagne notre travail. C'est tout. C'est tout. Ce que beaucoup ne savent pas, et les Camerounais qui me suivent, tapotez un peu là pour les amis, s'il vous plaît. Apparemment, ce qu'on dit là peut déranger des gens et puis... Tapotez le live, voir, tapotez le live, voir. Vous n'êtes pas très nombreux, mais tapotez, voir. Mettez beaucoup de cœur et de j'aime voir. Mettez des pouces et des... Que chacun me donne par exemple 1000 pouces bleus et 1000 j'aime. Tu peux tapoter comme ça 1000 pouces bleus, 1000 fois. Tu tapes 1000 j'aime, chacun. Ça va nous permettre justement de sauvegarder ce qu'on est en train de faire et de permettre aux uns et aux autres effectivement de venir nous écouter ici après. Mettez 1000 pouces bleus et 1000 j'aime chacun d'entre vous pour apprendre effectivement à sauvegarder le live. Et n'oubliez pas que lorsque vous mettez les j'aime, ce sont les j'aime là qui stimulent d'autres Camerounais à venir écouter ce qu'on met ici parce que l'algorithme de Facebook retient que ce qui se dit ici est important et c'est l'algorithme là maintenant qui renvoie l'information à ceux qui sont abonnés et à ceux qui ne le sont même pas pour qu'ils viennent écouter. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les sardinats, vous pouvez quitter. Hein? Les sardinats, excusez-nous, on n'a pas besoin de vous ici. Allez chanter les louanges de la satrapie. Allez chanter les louanges des reptiliens. Allez chanter les louanges des marionnettes. Allez chanter leurs louanges. Nous ici, on est dans une logique effectivement d'un retour du Cameroun entre les mains des Camerounais. Donc, chers sardinats, laissez le live.
Allez vous battre ailleurs. Allez chercher les lives où on fait le Congo, ça, où on parle du tribalisme et tout ça. Ici, nous parlons du Cameroun. Voilà. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Tapotez. Que pensent exactement les impérialistes occidentaux sur la question de Biya? Tout pouvoir et gouvernement établi est légal, légitime et démocratique. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Nous, c'est qui? La France, la Grande-Bretagne et les pays de l'Occident. Donc j'entends les gens dire depuis que vraiment l'Union européenne n'a pas encore parlé, l'Union européenne n'a pas salué, les États-Unis n'ont pas... Ils ne peuvent pas saluer parce qu'ils sont muets. Leur technique est de ne rien dire. Vous laissez croire qu'ils sont contre Biya. Vous laissez croire qu'ils ne savent pas ce que Biya est en train de faire. Vous laissez croire qu'ils sont ignorants de ce que Biya est en train de faire. L'Union européenne sait, les États-Unis savent, l'ONU sait, les organisations internationales savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Mais leur but, effectivement, est de maintenir Biya, qui est le garant de leurs intérêts au Cameroun. Comment voulez-vous donc que des pays étrangers viennent donc nous faire la loi au Cameroun? Tout à l'heure, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer. Et ce sont les raisons pour lesquelles ils ne m'aiment pas. Beaucoup ne m'aiment pas parce qu'ils estiment qu'il est fou. Il dit des choses là qu'il ne peut pas prouver. Vraiment, il s'attaque à X et Y. Je m'en fous. La vie ne m'appartient pas. Je viens au monde, je vais partir laisser le monde. J'en ai rien à foutre. On est trop tôt pour mourir une fois qu'on soit né. Hein. On est trop vieux pour mourir une fois qu'on soit né. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous, dans le nous là, ce sont les pays impérialistes. C'est le monde occidental. Dans le nous là, c'est le monde occidental. Est légal, légitime et démocratique. C'est pourquoi vous allez voir les sardinards, les Ekambouloubeti, victimes de la même politique mise en place par leurs frères au pouvoir. Ce qui leur donne beaucoup de zèle, beaucoup d'assurance, c'est qu'ils savent que le régime est illégal et établi par ceux qui sont également illégaux à décider de la vie d'une nation, le monde occidental. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Je prends seulement cet extrait. Le Conseil constitutionnel du Cameroun est illégitime parce qu'il a été nommé par un homme qui a pris sur lui les pleins pouvoirs. Il s'appelle Paul Barthélémy Biabim-Bondo et il les dirige, il a mis la main mise sur eux. Et l'élection du Cameroun est illégitime parce que c'est une antichambre du RDPC. Le Parlement, chambre basse, est illégitime parce que tous les élus, tous ceux qui sont élus là-bas, d'ailleurs, regardez encore ce qu'ils ont fait récemment, c'est d'aller à une élection régionale sans qu'on ait renouvelé les élus au Cameroun. Ils sont repartis avec les mêmes élus qui ont voté la fois dernière, les mêmes élus qui leur garantissent en principe l'obtention de ces régionales au niveau du Cameroun, n'ont pas été renouvelés. Sachant que s'ils parvenaient à renouveler ces élus, ils n'auraient pas le contrôle sur ces élus. Ils ont été contraints de refaire avec les mêmes élus en traficotant les textes au Cameroun. Donc, ils sont donc illégitimes. Tout est illégitime. L'ONU le sait. La France le sait.
les États-Unis le savent, la Russie le sait, la Chine le sait, la Grande-Bretagne le sait, et les 10 autres pays du monde qui sont les pays qui décident au cœur, bien évidemment, de l'ONU, qui constituent les pays états membres du Conseil de sécurité, le savent. Biya n'a pas gagné les élections au Cameroun. Donc, mes chers compatriotes, je vais donc vous dire que si nous, là, ne prenons pas la peine de mettre en place un mouvement insurrectionnel, populaire, d'action, on ne va pas gagner cette bataille. C'est-à-dire, ce que je vais dire est très grave. Ce que je vais dire est très grave. Tous ceux qui sont dans la diplomatie au Cameroun sont complices. Eux aussi paieront les frais de la népalisation du Cameroun. Je redis, tous ceux qui sont dans la diplomatie bilatérale et multilatérale au Cameroun sont complices de ce qui se passe au Cameroun. Eux aussi paieront les frais. De la népalisation au Cameroun. Je rappelle que la népalisation, c'est d'aller fracasser tous les ministres, tous les directeurs généraux, mettre le feu sur toutes les institutions au Cameroun, comme l'ont fait les Népalais, imposer la volonté populaire, imposer la volonté populaire, et même l'armée s'attendre à faire en sorte que ce ne soit pas l'armée qui prenne le pouvoir au Cameroun, parce que si vous laissez l'armée prendre le pouvoir au Cameroun, sans organiser le Cameroun, ce sera extrêmement difficile. Et c'est ce que Haïti a compris. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Haïti a compris ça. Haïti aujourd'hui est un pays qui est venu à no man's land. Parce qu'ils ont décidé que nous n'allons plus suivre les injonctions occidentales. Mettez le cœur voir. Je ne veux plus le cœur monter. Pourquoi? Vous voyez Haïti, non? Haïti, là, on vous dit non, Haïti est devenu un pays où les Haïtiens ont compris. Et je vous rappelle qu'Haïti, je crois que c'est la première république noire. Ok? Donc les Haïtiens ont compris. Les Haïtiens sont en train de lutter contre l'invasion occidentale chez eux. Alors ils ont donc choisi de créer la guerre, le trouble et détruire Haïti. Exactement comme ils sont en train de se battre à le faire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pourquoi? Parce que ces pays ont décidé de mettre hors d'état de nuire ceux qui viennent s'attaquer à leurs intérêts. Et prennent dans leurs intérêts et en font ce qu'ils veulent. Donc ce qui se passe, c'est ça. Le Cameroun doit être népalisé. Ma soeur Bonmendi, bienvenue ma grande soeur chérie. Le Cameroun doit être népalisé. Au regard de l'exposé que je viens de vous faire, il n'y a rien d'autre à faire. Parce que bien est protégé par les Nations Unies, les organisations internationales qui semblent et qui font semblant d'être avec vous. Dans cette népalisation, on doit commencer par fragiliser les entreprises étrangères au Cameroun. On doit fragiliser les entreprises étrangères au Cameroun. Les entreprises venant de l'Union européenne doivent être fragilisées. Les produits américains doivent être fragilisés. Les produits russes doivent être fragilisés. Les produits anglais doivent être fragilisés. Les produits chinois doivent être fragilisés. On ne consomme rien de ces 5 pays-là. On ne consomme rien qui vient de l'Union européenne. Parce qu'en le faisant, ils n'auront plus la capacité de vous imposer leurs produits à eux. Vous ne consommez plus ce qui vient d'eux. Et pour qu'on arrive à ce niveau, les amis, il y a un travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise dans ce que j'appelle encore le visage de la révolution camerounaise. Dans ce visage de la révolution camerounaise, nous devons avoir la capacité, je dis bien, nous devons avoir la capacité de parler d'une seule voix. Mbonmendi, par exemple, qui est connu, peut dire « Je suis dans la révolution ». Ngachou, dans la révolution.
Sandy, dans la révolution, tel dans la révolution, on nous identifie comme étant le porte, c'est-à-dire que même si on est 200 dedans, qu'on soit effectivement dans la révolution. Et dans cette révolution, on doit maintenant avoir une posture de révolutionnaire. Les conférences de presse, les rencontres, les décisions, les échanges et la capacité à mobiliser le peuple camerounais et à être exactement ce qu'on appelle une société civile crédible pour le peuple camerounais. Sonko a réussi au Sénégal là, de l'autre côté là, parce qu'il s'est attaqué aux intérêts de la France et aux intérêts de l'Union européenne. Et ils ont estimé que Sonko est un danger pour eux. Et voilà ce qui fait que les Sénégalais ont donné tout ce qu'il y avait comme espoir à Sonko. N'ayons pas honte d'imiter le bon exemple. Ousmane Sonko est un exemple africain. D'ailleurs, quand il disait qu'une fois au pouvoir, il va se rapprocher des pays de l'AES, c'était une crainte incroyable pour la France. Qui, je rappelle, là-bas au Sénégal, c'est grave. Hein? C'est que la France, si elle perd le Sénégal, c'est devenu son paradis en fait. Il n'y a pas un endroit où les Français, pour le temps qu'elle est passée là-bas, c'est le seul endroit où dans ces pays-là, vous voyez les Blancs partout au Sénégal. Ils ont des quartiers à eux là-bas. Parce que le soleil, la mer, Dakar plus précisément, tout est à leur aise. La vie n'est pas chère comme en Europe. Avec l'argent européen, ils mangent 4 fois ou 10 fois mieux ici, sur le continent africain, et là-bas, contrairement en Europe. Voilà ce qui se passe. Donc, il faut mettre en place ce que j'appelle le visage de la révolution camerounaise. Et ce visage de la révolution camerounaise doit être porté par des Camerounais en qui le peuple a confiance. Auquel cas, ça ne vaut pas la peine. Voilà ce que je pense qu'il faut mettre en place maintenant. Ce visage de la révolution viendra avec des projets, une feuille de route, un mécanisme de fragilisation des entreprises étrangères au Cameroun. Un message qui viendra à dire aux entreprises, ne consommez plus les produits de X, Y, tel pays. Et en montrant effectivement le caractère singulier, mais pernicieux de ce pays avec l'État du Cameroun et le gouvernement illégitime de Yaoundé. Il faut qu'on soit dans cette configuration pour avancer. Sinon, on est mal barré. Sinon, on est perdu. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme exposé. Je viens à vous dire merci pour ceux qui m'ont écouté. Quelqu'un m'a laissé un commentaire là tout à l'heure en passant. Live le matin, live le soir, tu ne travailles pas. La folie humaine. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont jamais compris en fait qu'ils sont des esclaves réels. Et c'est eux-là. Mon live n'a pas fait 200 personnes. Hein. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de développer. Et pour que ce narratif aille plus loin, il faut donc que le visage de la révolution trouve son caractère éducatif, son caractère révolutionnaire, son caractère pratique sur le terrain, pour que les gens puissent comprendre. Je l'ai dit, on peut se battre dans la révolution. On fait en sorte qu'on ne consomme plus aucun produit des multinationales européennes au Cameroun. S'il n'y a pas un visage de la révolution, une société civile crédible au Cameroun et hors du Cameroun, on ne s'en sortira pas. Et je vais vous dire, une société civile au Cameroun, ce n'est pas l'endroit où elle doit se retrouver. La vraie société civile camerounaise doit être hors du Cameroun pour mener une vraie résistance étant hors du Cameroun. Parce que la résistance au Cameroun sera brutalisée. Il faut donc une résistance hors du Cameroun pour que le peuple camerounais au Cameroun suive à la lettre le message de ceux qui portent le visage de la révolution. Voilà. J'ai donc dit ce que j'avais à dire ici. Je vous dis merci les amis d'avoir écouté. Je pourrais vous retrouver instantanément pour d'autres lives. C'est ce que je fais. Je suis en exil. J'ai pour patron le peuple camerounais.
Je travaille pour mon peuple étant en exil. Je dis ce qui est bien pour mon peuple camerounais étant en exil. J'éduque autant que je peux éduquer ceux qui estiment que ce que je leur dis est la bienvenue pour eux. Et essayez aussi, les amis, de nous faire souvent des répercussions. Dites-nous si ce que nous vous disons est bien reçu pour que nous soyons capables d'être suffisamment motivés, d'être capables d'aller plus loin, de faire le plus grand nombre de recherches pour qu'ensemble nous puissions porter le combat qui est le nôtre. Donc, le combat n'est pas seulement de détruire et de chasser Biya. Non. Il faut chasser Biya, il faut détruire la dictature, il faut détruire la tyrannie, il faut poursuivre chaque membre du régime dans une justice mise en place au Cameroun et que le Cameroun soit indépendant sans être contrôlé par une entité occidentale et que nous décidions effectivement aujourd'hui de la trajectoire que nous voulons pour l'avenir du peuple camerounais souverain. Préparons-nous à mourir. C'est bien de dire des choses comme ça. Préparons-nous à mourir. Des gens vont encore mourir. Des gens vont encore mourir dans la révolution au Cameroun. Et ce sera comme on le dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Des gens vont encore mourir et ce sang sera le sang du sacrifice. Parce que le sang qu'ils ont fait couler pour s'imposer, il n'y a que le sang qu'on fera couler pour laver le sang qui était coulé. Le mauvais sang qui s'est imposé doit être lavé par le bon sang. Le sang de la révolution. Et cette révolution doit être d'abord une idéologie. Il faut apprendre à bien porter l'idéologie de la révolution. Une idéologie. Lutter. Lutter avec toutes les armes que nous avons. Parce que même l'idéologie déjà c'est une arme. Il faut seulement que l'idéologie soit bien enseignée, bien reçue et que les gens soient convaincus que c'est le chemin et la trajectoire. Malgré les attaques qu'on aura, on va continuer et on va poursuivre. Voilà comment il faut parler. Donc, moi, mon seul choc, c'est de faire des lives comme ça et qu'on soit très peu nombreux à nous écouter. Maintenant, c'est à vous de les partager au maximum de personnes. Si les Camerounais estiment que ce qu'on est en train de faire est bien pour eux, merci. Si c'est mauvais, tant mieux. Notre plaisir est de faire ce qui est bien pour notre peuple camerounais dans son ensemble.